Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de Hodgkin, O-D-D-K-I-N. Vous verrez le mot écrit dans 5 minutes. Et je me réfère au livre de Haraway, Vivre avec le trouble, de Donna Haraway, qui a été publié en anglais en 2016, dans mon souvenir, et qui là est publié très récemment, hein, et traduit de l'anglais par un ou une certaine ou certain Vivien Garcia, qui a fait une traduction très intéressante, notamment du point de vue toujours de ces questions d'intégration du féminin, de genre dans la langue. Donc, tantôt il emploie le féminin, tantôt il emploie le masculin, alternativement. Ça m'a donné l'idée de faire ça de façon générale, un peu comme les abonnements Netflix, vous savez qu'on se passe d'année en année, on est 4 ou 5 sur l'affaire, et puis chaque année, il y a quelqu'un qui paye l'abonnement, et l'année d'après, je ne sais pas si vous pratiquez comme ça, mais disons que ça donne une idée un peu de mode de fonctionnement de la langue. On pourrait, par exemple, cette année, décider que le genre de base, disons le genre dit neutre, c'est celui du féminin. L'année prochaine, ce sera le masculin et d'après, ce sera le féminin, un peu comme les parents divorcés aussi avec les enfants. Vous voyez, Noël, Noël pour les parents de côté mère, côté père ou côté parent 1, parent 2, parente 1, parente 2. Bref, l'idée, ce serait peut-être ça, de faire du féminin cette année une sorte de genre de base. Ce serait follement amusant de faire ça et peut-être assez intéressant d'ailleurs du point de vue de la... Alors c'est ce qu'a tenté hein, d'une certaine façon Vivien Garcia, voilà, la personne qui a traduit ce bouquin, et avec un système où tantôt il est question de, enfin comment dire, on dit la généralité est un elle et tantôt la généralité est un il. Donc vous voyez, quand on dit par exemple, oh, ils nous détraquent le climat, ils ont encore fait ci, fait ça, dire elle pour changer. À chaque fois qu'on parle d'un groupe, ne pas dire il mais elle, c'est l'éternel problème. Je vous l'ai cité 100 fois, 100 000 filles et un moustique. Vous n'allez quand même pas dire il, il ne faut pas exagérer. Bref, après ce petit codicile, c'est l'inverse d'un codicile, c'est au début. Bon, là-dessus, je vous montre. Donc, le chapitre que je vais vous présenter, alors, faites des parents, et moi, j'ai traduit par inventer des parentés, parce qu'il s'agit justement de cette histoire de Hodgkin. Alors, ce que je vais faire, c'est vous partager l'écran. C'est raté. Excusez-moi. Donc, j'arrête de partager et je recommence. Donc, il faut que je sorte d'abord mon PDF. Voilà, et là, je vais partager et ça va fonctionner. Désolé pour le bazar. Voilà, c'est bon. Alors, vous avez à l'écran le mot Hodgkin qui désigne donc ces parentés particulières, ces parentés traduites ici par parenté dépareillée. La notion de Hodgkin, il me semble qu'elle peut vous être utile cette année parce que c'est pas facile de vivre avec le Covid, la virus de la Covid, hein, et c'est c'est pas évident. Et je crois que créer de nouvelles parentés peut vous aider. C'est-à-dire, c'est l'idée finalement que vous formez une famille seule que vous êtes avec votre chat, vous formez une famille avec le voisin que vous voyez tous les jours à la cité universitaire et le chien du dit voisin, avec votre oiseau, votre poisson, les personnes que vous voyez le plus, et que cette notion de Hodgkin, de parenté dépareillée, c'est-à-dire c'est pas la parenté tradie, hein, c'est pas le truc freudien, comment dire, papa, maman, la bonne et moi, c'est pas cette espèce de verticalité habituelle avec papa en haut, maman écrasée, les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants. On n'est pas dans ce schéma-là. On n'est pas dans le schéma de la famille au sens lourd, au sens traditionnel, au sens vertical, au sens patriarcal, au sens capitaliste, hein, puisque la famille est un rouage essentiel du capitalisme. Pour faire fonctionner le capitalisme, il y a besoin du travail gratuit des femmes et au-delà des familles, c'est-à-dire la production d'enfants gratuite, le travail de reproduction et de production
étant étroitement liées. Je vous renvoie aux écrits de Silvia Federici sur ce thème. Alors, Hodgkin, c'est tout autre chose. C'est des parentés dépareillées écoféministes, marquées par à la fois une horizontalité, c'est-à-dire il n'y a plus la verticalité du pouvoir, en quelque sorte, de la puissance supérieure de certains sur l'ensemble du groupe. C'est plus un groupe avec un chef, gna gna, ou une chef, puisque, bon, on passe tout au féminin. Il s'agit d'inventer des nouvelles parentés, et ces nouvelles parentés sont en rapport avec, j'ai envie de dire, alors, bon, vous vous rappelez, en licence, en maîtrise, on a fait un exposé sur le livre de la Terre fracturée. Moi, je dirais là, peut-être le journal de la Terre abîmée, le journal au sens diary, vous voyez, le journal, chaque jour, ce qui se dit de la Terre abîmée. La Terre abîmée, c'est une notion essentielle dans ce bouquin de Donna Haraway. Elle l'a emprunté à Anna Tsing, le champignon de la fin du monde, qui pose le problème comment vivre dans une terre, sur Terra, comment bien vivre et bien mourir sur cette terre, nous les bestioles de la terre, qui sommes sur la terre, comment faire ça dans une terre dévastée, dans une terre abîmée. Je dis dans, mais c'est plutôt sur une terre abîmée, sur une terre dévastée, et où il n'y a plus de refuge. Les refuges, vous voyez, les bestioles qui se réfugient. Alors c'est assez amusant, moi, bestiole, c'est un mot qui m'est absolument favori pour parler des humains, des humaines, on est des bestioles. Et c'est assez frappant que la traduction d'Haraway ait repris exactement ce mot bestiole pour désigner les bestioles de la terre dont parle Haraway. C'est-à-dire, et le titre, je pense que c'est Buds en anglais. Je n'ai pas vérifié dans mon exemplaire anglais, mais bon, voilà, enfin, peu importe. Alors, donc, ce chapitre sur l'invention des parentés, il m'a semblé utile pour vous aujourd'hui, étudiantes et étudiants, parce que vous vivez donc dans des situations souvent très difficiles. Je sais que certaines collègues essaient de se muer en psychologue. Moi, je ne peux pas, je suis incompétente dans ce domaine, et tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous faire partager au maximum des trucs, je ne saurais pas quoi dire, des choses qui puissent vous aider au quotidien. Alors, on a la littérature, on a les arts, on a la philosophie, éventuellement aussi la biologie, d'autres d'autres choses comme ça, et puis essayer de voir comment on va vivre sur cette terre abîmée. Ça me semble une problématique vraiment capitale en ce moment, où les gens craignent, après cette crise terrible, une déflagration totale du point de vue économique. Mais n'oubliez pas que c'est leur économie, hein, c'est l'économie des spéculateurs, des capitalistes qui écrabouillent les États et qui font que les gens qui dirigent les États, qui sont normalement nos représentants à nous, le peuple, sont pris dans une espèce d'enclume entre victimes complètement lâches d'ailleurs, hein, de la violence que ces gens ont eux-mêmes générée, ou elles eux-mêmes, avec ce rapport au, comment dire, au capitalisme. Ils ont nourri un serpent, tu vois, dans leur sein, elles ont nourri un serpent dans leur sein, si on met tout au féminin. Alors donc, Hodgkin, je reviens à Hodgkin, comment créer des parentés autres, des parentés dépareillées, des parentés qui ne soient pas obligatoires, hein, parce que dans la famille, si vous êtes l'oncle, la tante, le frère ou la sœur de quelqu'un, c'est une parenté de type obligatoire. Comment créer cet espace-là et quelles caractéristiques a ce type d'espace? Alors, c'est là-dessus que je veux me concentrer, après avoir cité un peu Haraway, sur ce que c'est que ce type d'espace, par opposition notamment aux réseaux sociaux. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous en ce moment avaient envie de s'éloigner des réseaux sociaux, et bon, Maïsam, hein, par exemple, et c'est intéressant parce que ça veut dire que vous cherchez autre chose, que vous cherchez quelque chose comme un cercle nettement plus resserré et nettement plus signifiant que les réseaux sociaux. Alors, le chapitre de Haraway, donc page 219-220 dans ces eaux-là, en gros, elle pose la question: à quel moment des changements de degré deviennent-ils des changements de nature? Donc, quels sont les effets, non pas de l'homme avec un grand H, donc de l'humanité, mais d'un groupe d'êtres humains situés, précis, situés d'un point de vue bioculturel, biotechnique, biopolitique et historique. Elle ajoute qu'aucune espèce n'agit seule,
même pas la nôtre, du haut de toute son arrogance et de la prétention de ses membres à agir en bons individus suivant les scénarios que l'on dit modernes et occidentaux. Donc, on peut constater que cette société emprunte de plus en plus des traits à l'autisme, à la nécessité d'être seul dans un discours, enfermé dans un espace individualiste. Et cet individualisme vraiment de plus en plus violent et forcené, c'est tout à fait l'inverse qu'on peut faire ici, puisqu'il s'agit d'une terre, je cite page 221, pleine de réfugiés humains et non humains, sans refuge. Donc c'est ce mouvement-là qui est en question. Comment bien vivre et bien mourir en bestioles mortelles de la terre, comment créer des parentés qui ne sont pas forcément des obligations de type familial, c'est-à-dire des obligations verticales, des structures patriarcales, traditionnelles et désormais complètement obsolètes. Alors, cette idée-là, vous vous rappelez, elle figurait déjà dans le manifeste Cyborg en 1983-85, puisqu'il était déjà question de ça, il était déjà question des femmes seules, vouées à une hétérosexualité sérielle, s'occupant de tout le monde, des enfants, des vieillards, etc., et étant les seuls chefs de famille, hein, au sens, c'est-à-dire le changement total par l'effet de la violence du capitalisme de la structure qui était auparavant en honneur, donc c'est la structure freudienne, quoi, avec je dis freudien, vous voyez ce que je veux dire, le père en haut, freudo-napoléonienne, hein, c'est tout cet esprit-là, hein, dont il est question. Donc, Haraway ajoute, page 228, il est grand temps de nous soucier davantage des espèces en tant qu'assemblage, plutôt qu'en les prenant une à une. Et justement, bon, c'est ce changement total de rapport à la famille, donc les familles dépareillées, de nouvelles familles, qu'on va explorer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le mot Hodgkin. Et assez bizarrement, je vous balance vos lectures d'enfance. Alors, pas vos lectures à vous, très certainement, hein, mes ouailles, en ce sens que je suis sûre que vous ne avez plus lu ça dans votre jeunesse. C'est plutôt ce que j'ai lu moi, ce qu'a lu ma génération. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai 5, 6, 7. De quoi il s'agit dans ces fictions? Vous voyez, je vais voir comment la fiction contemporaine peut apporter à cette notion de Hodgkin et comment ça peut nous aider au quotidien de réfléchir sur nos propres Hodgkins. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Voilà, c'est la transposition en littérature de la notion philosophique développée dans le fameux Vivre avec le trouble de Donna Haraway. Alors, je pense que tout le monde connaît ça, même si vous n'avez pas été des lectoristes de tout ça, hein. C'est probable que vous ne l'avez pas été, je ne sais pas. Donc des livres, le Club des 5 se distingue, les Compagnons de la Croix-Rousse, le Carnaval du Clan des 7. Dans le Club des 5, les personnages sont 5, 2 filles, 2 garçons, plus un chien. Dans les Compagnons de la Croix-Rousse, il y a 6 compagnons. Et alors, je ne sais plus si le chien est intégré ou non. Il y a une seule fille, Mado, et les autres, c'est des garçons. Et le clan des 7, là encore, vous avez le clan des 7, on le voit, alors majorité certes masculine, un chien une fois de plus. Et alors, tout ça, c'est des exemples, bon, je veux dire, des exemples de littérature de jeunesse peut-être assez dépassé, hein, je suis d'accord, hein, au point de vue féministe, écoféministe et réflexion sur la terre abîmée d'aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut apporter grand-chose, mais ça apporte déjà l'idée que dans la fiction, on fait des petits groupes et que ces petits groupes fonctionnent les uns, les personnes de ces petits groupes fonctionnent les unes avec les autres et que c'est absolument tout l'inverse de la panique horizontale des réseaux sociaux où vous êtes censé fonctionner avec 3000 personnes que vous ne connaissez pas les trois quarts du temps. Enfin, cette espèce de modèle extraordinairement violent par rapport à la constitution des Hodgkins dont vous rêvez, surtout en ce moment. C'est pourquoi j'ai pris aussi comme exemple 2 séries contemporaines. Alors, elles m'intéressent particulièrement personnellement parce que je recherche actuellement un peu des figures de la déesse dans la fiction, notamment dans les séries et les films. Et là, c'est 2 exemples qu'il est absolument passionnant d'étudier par rapport à ça. Alors, Lucifer, donc, c'est une série dans laquelle tous les personnages, ils sont
environ 6 ou 7. Il y a quelques personnages annexes, bien sûr, il y en a toujours qui gravitent, hein, vous voyez, autour du noyau central, mais le noyau central est constitué de quelques personnages qui ont tous des relations ou presque les uns avec les autres. C'est-à-dire, en gros, ce que montre la fiction, le type de de parenté que montre la fiction, c'est une parenté qui n'en est pas une, qui peut en être une, mais qui est élective. Alors, par exemple, Lucifer, il a un frère, il a aussi d'autres frères, mais c'est avec ce frère-là qu'il est en relation. Donc, il y a là une parenté de type électif. Normalement, on n'est pas censé préférer un de ses enfants, préférer un de ses neveux, préférer un de ses frères, enfin, ou une de ses sœurs. Enfin, oui, tous les exemples qu'on peut dire. Donc là, il y a déjà quelque chose de l'ordre de, pas encore de odd, mais un peu king, disons. C'est pas très odd, hein, parce que, mais malgré tout, c'est intéressant parce qu'on voit comment se constitue un groupe et comment, notamment dans cette fiction-là, tous les personnages sont en rapport avec tous les autres. Je vais vous montrer un schéma après. Après être passé rapidement sur The Good Place, alors là, c'est très, très facile. Ils sont 6. Elles sont 6, pardon. Majorité féminine, on a du mal, hein, on a du mal à dire elles de façon, comment dire, neutre, hein. Alors, les voilà, donc les personnages. Et vous voyez que donc il y a 4 personnages qui sont les héroïnes, plus un démon et une not a girl, not a robot, une sorte d'ordinateur extrêmement puissant, couplé à une figure féminine. C'est Janet. Et c'est elle, dans la fiction, qui représente la figure de la grande déesse. Voilà, donc qui m'intéresse moi. Mais là, ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas la grande déesse. La question, c'est comment se constituent les groupes. Alors, j'ai fait un schéma pour Lucifer. Donc, ce n'est pas un schéma très, très précis, mais vous voyez que finalement, l'idée de ce genre de fiction, c'est de créer des personnages qui ont ensemble tous une intrication et qui se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire qui constituent une sorte de cercle. Alors, ce n'est pas très odd, au sens où il n'y a pas d'animal, où il n'y a pas de rapport avec d'autres espèces que l'espèce humaine, encore que la plupart des, enfin, certains personnages de ce schéma sont des êtres célestes. Donc, on a quoi? On a 2 êtres célestes, non, oui, 3, plus ou moins 3. On a une psy, je ne sais pas si on peut considérer ça comme dans les humains, voilà. On a Chloé qui est une humaine, Dan aussi, Trixie qui est une enfant, et Charlotte qui est un personnage double, à la fois déesse puis humaine, et Ella qui est un petit peu à part parce qu'elle n'a pas des relations avec tout le monde et pourtant elle est dans le même groupe. Donc le modèle que donne la fiction par opposition aux réseaux sociaux, c'est ici la constitution au quotidien d'un groupe de personnes, et ces personnes vivent entre elles et constituent entre elles je ne sais pas ce que Haraway aurait appelé effectivement une parenté, même si ces personnages ne sont pas apparentés forcément au sens famille, ça constitue un type de rapport qui permet de vivre au quotidien sans être envahi par des milliers d'instances venant de tous les côtés. Et finalement, c'est complètement opposé aux réseaux sociaux où à la fois vous n'êtes pas avec les gens, jamais, il s'agit simplement de figures abstraites, de gens éloignés, de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années et des années, ou alors de modèles normatifs, sociaux, etc., qui s'imposent hein, sur ces structures. Et curieusement, les séries américaines dont je vous ai pris ici 2 exemples, ainsi que les livres d'enfance qui constituent mon autre exemple, présentent tous et toutes cette capacité de montrer comment un petit groupe suffit à faire fonctionner une structure de type humain plus autres espèces, hein, que ces espèces soient des espèces célestes, des espèces animales, des espèces n'appartenant pas tout à fait à la même espèce. C'est aussi le cas dans la série précédente, The Good Place, puisqu'on a quand même des humaines, un démon et un personnage inclassable, mélange de déesses, robots, ordinateurs, femmes, figures éternelles, etc., etc. Donc, il y a déjà dans ce genre d'espace de séries un peu fantastiques, mettant en jeu des petits groupes, on a déjà cet élément de parenté multiple qu'on trouvait déjà d'ailleurs dans pas mal de romans avant,
des romans du type, des romans avec des vampires ou des métamorphes. Enfin, vous voyez ce genre de romans, Anita Blake, des choses comme ça qui ont eu beaucoup de succès à une certaine époque. Et donc ou alors La Communauté du Sud, hein, qui était un ensemble de romans, il y a au moins 11 tomes sur des histoires de vampires, d'humaines, de métamorphes, de personnages à la fois tigresses et, euh, et panthères, je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà. Et déjà, on avait l'idée qu'un groupe fonctionnait ensemble, c'était toujours les mêmes, les amis, le patron de bar, etc. Et que ce groupe constituait la source même d'un rapport au monde qui ne soit plus obligatoirement en priorité celui de la famille traditionnelle. Donc c'est, je pense, un peu l'enjeu. Alors il faudrait approfondir évidemment, là c'est juste un vague panorama, parce qu'il faudrait reprendre un peu le travail de symbiogenèse de Lynn Margulis, qui voudrait une théorie de l'évolution étendue, qui a beaucoup travaillé notamment sur la symbiose des champignons et des bactéries, comment nouer les fils, comment briser les catégories, comment avancer sur ce point. C'est toute la question posée par ce livre. Mais disons déjà que la fiction, vous voyez, peut nous aider à voir, je pense qu'on pourrait faire comme exercice, prendre un papier, un crayon et dessiner notre propre Hodgkin et voir comment ça nous aide pour avancer dans un rapport au monde qui soit plus féministe, plus écologiste, écoféministe aussi, et qui sorte un peu des espèces de fantômes à moitié morts que sont l'économie traditionnelle, le capitalisme, etc. Enfin, tout ce que décrit Silvia Federici. Oui, pour mémoire, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais je préfère le redire, Silvia Federici, le livre à lire, c'est celui qui a un titre impossible, hein, Caliban et la sorcière, l'accumulation primitive, etc. Donc, Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.